Aujourd'hui, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du conseil de surveillance de Publicis. Il y a 2 secondes, on parlait avec le quotidien L'Opinion du coût des grèves, de l'impact que ça a sur la croissance, sur l'économie française, sur l'activité. Qu'en pense le grand Manitou de la com? Parce qu'on a eu déjà les Gilets jaunes il y a 1 an, maintenant il y a ces perturbations, ces revendications, ces grèves. Quel impact, j'ai envie de dire, pour le site France? Quel impact pour la Maison France? Est-ce que l'image s'est dégradée? Vous qui voyagez, qu'est-ce qu'on vous dit Il est vrai que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes pendant quasiment une année et que le relais est pris par les grèves, les transports, que les gens mettent 3 heures pour venir de Roissy au cœur de Paris, l'image ne peut pas être très positive. Cela dit, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est qu'actuellement, le site France, pour beaucoup de raisons, et en particulier le problème du Brexit et l'affaissement de l'image de l'Allemagne, le site France est le site européen qui a la meilleure image et qui est l'endroit où les investisseurs internationaux ont le plus envie de venir. Donc l'image de la France n'est pas trop abîmée après ces 2 séquences. Elle est abîmée et surtout ce qui se passe, c'est qu'on était sur une bonne lancée. Toutes les réformes qui ont été engagées par Emmanuel Macron et ses équipes ont été plutôt bien reçues. Bon, on prend un coup sur la gueule, si j'ose dire, et pardonnez-moi l'expression, avec les gilets jaunes et puis toutes les perturbations. Il faut savoir que le samedi, ça a été épouvantable. Laisser cette foule envahir les Champs-Élysées, démolir les Champs-Élysées. Il y a un moment donné... j'étais descendu depuis l'Étoile jusqu'au rond-point. Vous êtes bien placé chez Publicis sur les Champs-Élysées pour voir ce qui se passe. Merci. On avait une période où le vendredi on barricadait, le samedi ils démolissaient, le dimanche on nettoyait, le lundi on reconstruisait. Ça a été ça pendant quand même quelques mois. Et donc j'étais descendu, j'avais descendu les Champs-Élysées, il n'y avait pas une seule vitrine qui n'avait pas un impact. Pas une seule. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une belle image de la France. Et ça. Et vous n'avez pas de commentaires désobligeants, encore une fois, de la part d'investisseurs étrangers, de patrons étrangers, en disant vous Français indécrottables, anti-réformistes. Ça arrive tout le temps. Ça fait partie aussi de notre charme. Du folklore. Si j'ose dire. Ouais. Non, on préférait que ça n'existe pas. Ça a été. Mais ça n'entrave pas le business. En tous les cas, ça ne l'accélère pas, malheureusement. Mais parce que. Quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, vous dites dans quel pays d'Europe je m'installe, vous dites que je vais en Italie, en disant bon, Salvini va-t-il venir ou pas. En Espagne, c'est pas stable. Ouais. En Allemagne, il y a quand même un certain nombre de problèmes. On ne sait pas ce qui va se passer après Merkel. L'Angleterre, c'est le Brexit. Donc il y a cet îlot de France qui est pas formidablement bien installé, mais qui est mieux que le reste. Donc, et avec un certain nombre de réformes. Et quand je me regarde, d'une certaine façon, vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Je me rassure. Mais il y a un élément aussi très important, c'est que c'est la manifestation, si j'ose dire, du fait que les réformes avancent. Et donc les gens se disent... Oui, le gouvernement est courageux, Macron est courageux, il engage des réformes malgré les oppositions et malgré les problèmes. Donc les gens voient bien que ce n'est pas facile de réformer la France. Ouais. Après, on reste quelques instants encore, Maurice Lévy, sur la réforme des retraites, qui est très clivante pour l'opinion qui est sceptique sur cette réforme. Il y a cette phrase ce week-end de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui disait « mais ces 2 ans de concertation, ça n'a servi à rien ». On a des Français qui sont sceptiques et puis on a un gouvernement qui a dû faire un pas en avant pour remettre dans la boucle la CFDT. La question c'est en gros, en termes de communication, il s'y est vraiment pris comme un manche, le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, 2 ans après, voilà, il n'a pas réussi à convaincre les Français du bien fondé de cette réforme. Sans être désagréable, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès de communication. Adepte de l'euphémisme, Maurice Lévy. Oui, tant qu'à faire. Vous êtes connu plus sharp, hein. Oui, non, mais c'est assez sharp quand même, parce qu'on peut faire mieux. Non, je suis un peu conflicté, si j'ose dire, dans la mesure où j'ai mené des campagnes pour les retraites qui sont quand même, malgré les manifestations, 2, et en particulier la première avec Jean-Pierre Raffarin. Ouais.
Il y a eu effectivement des gens dans la rue, etc. Et tout est passé. On aurait pu aller plus loin, d'ailleurs. Le vrai frein à l'époque, c'était le président de la République, Jacques Chirac, mais Raffarin était prêt à aller beaucoup plus loin dans la réforme. Alors, qu'est-ce qui cloche là aujourd'hui en termes de Là, communication? ce qui cloche, c'est qu'il y a eu effectivement une concertation dont on ne sait pas très bien ce qu'elle a été. Ouais. Et puis, on a eu l'impression que après la concertation, enfin commençait la négociation. Donc, à quoi a servi cette phase de concertation? Et d'autre part, on ne comprend pas ce qu'est cette réforme. Et à l'heure qu'il est, personnellement, je ne sais pas si le gouvernement a été habile dans ces négociations ou s'il a cédé sur l'essentiel. Je ne sais pas, je n'ai pas une vision claire. C'est quand même problématique, ça. Non, mais je ne suis pas peut-être le mieux placé pour comprendre. En tous les cas, je ne comprends pas bien, je comprends l'essence de la réforme et je suis très favorable à l'idée de dire, bien, soyons beaucoup plus équitables et ayons un système unique, mais il semblerait que ce système ne soit plus aussi unique. Il est un peu moins, là. Il est un peu moins. On passe de régimes spéciaux à régimes spécifiques. Exactement. Mais on ne sait pas combien il y en aura, s'il y en aura 42 ou qu'il y en aura 12. Et d'autre part, on ne sait pas trop quand est-ce que cette réforme va s'appliquer. Donc tout est trop flou. Donc le gouvernement s'est perdu dans... Je en même temps, ne pas vouloir abattre ses cartes plus, aussi. Le gouvernement n'a pas suffisamment expliqué la réforme aux Français. Peut-être qu'il a passé 2 ans avec les corps intermédiaires et que c'est resté enfermé dans ces corps intermédiaires, au lieu de poser la réforme sur la table et de convoquer les Français à en discuter, la discuter, échanger, l'expliquer, etc. Et sur un sujet aussi compliqué, aussi technique, il faut trouver le moyen de le simplifier. Et il y a une idée simple qui est celle que le gouvernement a très bien expliquée au début, qui était, il y a trop de régimes différents, il y a trop de systèmes qui, par moment, désavantagent certains pour avantager d'autres. Essayons d'être beaucoup plus équitables et de faire en sorte qu'il y ait un seul système où les gens ont une... Et les Français approuvent d'ailleurs cette partie-là. Exactement. Et c'est là-dessus qu'il fallait continuer à communiquer et à bien expliquer la chose. Bon, autre sujet, on parle des groupes de communication, Maurice Lévy. Pourquoi? Parce qu'il y a ce paradoxe que j'ai pointé, et vous allez me dire si je suis totalement à côté de la plaque. Je n'oserais pas vous dire une chose pareille. Si, on est entre nous, puis on est en direct en plus, ça qui est bien. On a globalement, tous les grands groupes de communication aujourd'hui sont en difficulté. Sauf qu'en face, on a des entreprises, des boîtes qui sont en demande de communication. Elles ont besoin de prestations de communication, d'outils de communication. Elles sont en demande de communication. Est-ce que derrière ce paradoxe des groupes de communication qui sont en difficulté, mais des boîtes, une demande qui est là, c'est pas un problème d'offre, avec une offre qui est encore trop peut-être l'offre d'avant, qui n'est pas adéquate par rapport à ce dont ont besoin aujourd'hui les boîtes. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a un sujet? Le sujet, il est là ou pas? Le sujet n'est pas vraiment là, mais vous avez raison. Il est fort. Il n'est pas là, mais vous avez raison. Non. Vous avez raison sur le fait qu'il y a des groupes en difficulté. Ouais. Vous avez une demande qui est très forte et vous avez une inadéquation. Mais l'inadéquation n'est pas entre l'offre et la demande, elle est entre les structures et la demande. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes doivent se transformer. Ouais. Et le coût de la transformation, mais comme la France doit se transformer, comme la SNCF doit se transformer, comme Boursorama n'a pas besoin de se transformer, puisque Boursorama est né dans cette économie de l'immatériel et donc est adapté au monde de demain. Mais les entreprises qui sont nées comme nous il y a 90 ans et qui ont bâti un certain nombre de groupes avec des structures et des modes de fonctionnement qui se sont régulièrement transformés, il y a des changements à opérer. Et c'est vrai que nous devons encore faire des efforts de transformation. La mutation de Publicis est en cours, mais elle prend plus de temps que prévu. C'est ça, la réalité aujourd'hui? Non, la réalité, ce n'est pas seulement qu'elle prend plus de temps que prévu. Non, la réalité est tout à fait autre. C'est que nous avons une espèce de latence entre les systèmes actuels qu'il faut transformer et les nouveaux revenus
Et donc, J'allais y venir. Ouais. ces nouveaux revenus nécessitent des prestations d'une nouvelle nature pour lesquelles on a fait beaucoup d'investissements. Et vous avez un effritement des investissements très forts et rentables qui étaient les investissements. C'est de la pub traditionnelle. En fait, qu'on explique les choses simplement. La pub traditionnelle, encore une fois, les gros clients revoient leur budget à la baisse. C'est ça, dans la pub traditionnelle. Ah oui, ça de toute façon. C'est-à-dire, si on veut réexpliquer les choses de manière très simple, vous aviez des médias traditionnels qui représentaient une assiette de 100, et cette assiette de 100 est tombée grosso modo de moitié. De moitié. Et ce sont les nouveaux médias électroniques, donc Internet, mobile, etc., le one-to-one, comme on dit, qui ont pris le relais. Quand vous faisiez un film magnifique, l'un quelconque des films que l'on peut voir, y compris pour Boursorama et Brad Pitt, passer à la télévision, avant c'était l'essentiel de ce que vous passiez, ou Dim, comme on le voit à la télévision en ce moment. Et depuis, ce qui se passe, c'est que la partie consacrée à la télévision, et donc l'amortissement de ce film sur la télévision, est réduite de manière considérable. Et vous devez, pour chacune des étapes de relais avec la télévision, avec les moyens président, formidable, ce film, j'adore, avec Bernard Blier. Et quand on passe au digital, on multiplie les équipes sur des budgets beaucoup plus petits. Donc, l'économie du système est très différente et on doit transformer tout ça. On a les métiers historiques, encore une fois, qui sont en décroissance et les métiers, les nouveaux, une croissance du digital qui est forte, mais qui n'est pas assez pour compenser. C'est ça, pour les métiers. Oui, et qui n'ont pas la même rentabilité. Et qui n'ont pas la même rentabilité, et donc, et en plus avec des grands acteurs. Mais c'est inquiétant alors, c'est inquiétant de se dire attendez, que les métiers historiques à forte marge sont remplacés par des métiers, encore une fois, digitaux, à plus faible marge. Oui, mais on a créé de nouvelles choses, et si on prend tous les efforts que l'on fait sur la dimension transformation, où nous avons acquis une entreprise comme Sapient, on sait très bien que le jour où on aura atteint les bons niveaux de masse critique, on après aura la rentabilité. Et puis surtout le one-to-one avec toute la data. Et d'où l'acquisition d'Epsilon. Eh ben, il me devance. Ben voilà. Epsilon, plus grosse acquisition pour Publicis. Il est fort. 4 milliards, plus de 4,4 milliards de dollars. Spécialiste du marketing ciblé. En réalité, 3 milliards 950, puisqu'il y a un aspect fiscal qui joue en notre faveur. D'accord. Et donc, ça fait 3 milliards 950. Ok, donc un petit 4 milliards. On est dans la data, c'est ça. Il faut renforcer Publicis dans la data. C'est ça aujourd'hui le maître mot. Avec ça, c'est fait, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, c'est fait. Ça veut dire que… En deux mots, quand vous regardez un peu ce qui se passe, vous-même, quand vous avez vos écrans, votre ordinateur, votre téléphone mobile, etc., vous recevez de la publicité ciblée. Et la grande différence entre le monde d'hier, où il y avait énormément de publicité, avec un taux de déperdition important. Quand vous passiez à la télévision, tout le monde n'allait pas changer de voiture, et donc votre message pour votre voiture allait concerner une partie seulement de cette audience. Là, vous pouvez vous adresser à l'individu qui est sur le point de changer de voiture. Et vous allez dire, toi qui t'apprêtes à changer de voiture, tu devrais regarder celle-ci parce qu'elle va te concerner et elle va t'intéresser parce que tu as une femme, tu as 2 enfants, tu pars en week-end à tel endroit, etc. On connaît de mieux en mieux l'individu et on peut donc lui délivrer un message de plus en plus concernant. Et de ce fait, on a une publicité qui est de plus en plus rentable. Et ça veut dire que vous avez fait aux emplettes, c'est fini dans le marketing digital, encore une fois, dans la data, ou est-ce que Publicis a encore besoin, on peut imaginer d'autres acquisitions. La réponse est simple, pour l'essentiel, tout est fait. D'accord, c'est clair. Puisqu'on parle de la data, il y a une concurrence qui est frontale avec les géants du web, les Google,
les Facebook, les Instagram. Là, encore une fois, c'est parce que les clients, les annonceurs délaissent parfois les agences de pub pour aller directement faire justement du marketing ciblé. C'est là où c'est compliqué. Ils vous disruptent ou pas alors? Peu. 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 Pourtant, on lit à longueur de littérature, Non, on va y concurrence frontale pour les groupes de communication, avec les GAFA. Non. C'est du pipeau tout ça? Peu. Non, c'est pas du pipeau. Peu. D'abord, ils ont quelque chose qui est en direct et sur lequel nous ne sommes pas concernés, qui est ce qu'on appelle la long tail. Donc, toutes ces petites et moyennes entreprises, ça peut être l'esthéticienne du coin, le restaurateur, le plombier, mais ça peut être aussi l'entreprise moyenne, etc., qui postent, comme on dit, de la publicité ou qui font du search. Et cela, ils peuvent le faire directement avec Google, ils peuvent le faire directement avec Facebook. Et là, nous ne sommes pas, en ce qui nous concerne, disruptés, pour prendre cette expression, dans la mesure où ce sont des clients que nous ne traitons pas. Ouais. Et puis, il y a les clients à qui ils peuvent faire des offres de manière partielle, pour une partie seulement du budget. Ça vous mange un petit peu la laine sur le dos. Ça peut, et ça le fait. Mais là, à la marge, vous écoutez, c'est à la marge. On va venir. La vraie question pour le client, c'est est-ce qu'on s'adresse à un média pour lui dire « Monsieur le média, voulez-vous gérer mon budget ?» Et dans ce cas, clairement, le média va commencer par se servir, puisque c'est son intérêt. Ou est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui est neutre et qui va défendre mes intérêts le mieux qu'il soit? Et là, c'est le rôle de l'agence. Non seulement on va faire les bonnes analyses sur le plan stratégique, mais également sur le plan des cibles et du contenu, en délivrant le contenu qui est adapté à la cible. Donc même pas peur, vous écoutez, même pas peur, les GAFA même pas peur. Alors, ça c'est la situation actuelle. Ouais. Là où il y a des dangers, c'est qu'ils possèdent un volume et une richesse d'informations telle qu'à un moment, et une puissance financière aujourd'hui, je veux dire, le côté sympathique, ces petits gens dans leur garage, etc., tout ça c'est terminé. Ouais. Hein. Google, je ne sais pas, c'est 500 ou 800 milliards de dollars de capi, je ne sais plus. Oui, c'est plutôt 900. Et puis Facebook, c'est de l'ordre de 550. Ouais. Donc on a affaire à d'énormes Publicis, c'est 10, c'est 11 Publicis. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour dire, voilà, les masses qui sont en jeu. Exactement. Vous prenez tous les groupes de communication ensemble, eh bien, on va représenter, je vais dire n'importe quoi, même pas 10% de la valeur de Facebook ou de Google. Ouais. Donc, il y a une puissance financière considérable. Et donc, demain, ça peut être de redoutables concurrents, demain? Ou pas? Pour cela, il faudrait qu'ils se dotent de moyens créatifs. Et ça, le problème du moyen créatif, c'est l'environnement et c'est aussi un effet de levier qui est beaucoup plus faible. Parce que plus vous faites des campagnes, plus vous êtes obligé d'avoir des gens pour les faire. Alors que le fondamental de Facebook comme de Google, c'est les effets d'échelle à partir d'un outil. Ouais, voilà, c'est bien résumé. Après, il y a aussi c'est pris un petit peu aussi comme en mâchoire, en tenaille aussi avec, c'est une question, les cabinets de conseil. Est-ce que c'est vrai ou pas? Accenture Interactive, Ernst & Young Digital, Deloitte Digital, compétiteurs qu'on dit de plus en plus féroces aussi. Est-ce que c'est une réalité en termes de business, cette compétition avec eux aussi? C'est une réalité. Je veux dire que le vrai problème... Et après, j'ai une autre question qui est liée. Mais le vrai problème, c'est que quand vous regardez l'univers de la publicité, vous avez dans cet univers un certain nombre de techniques, depuis la stratégie de la marque jusqu'à l'identification du client, la constitution du message, etc., qui, quand ils sont découpés, peuvent être autant d'opportunités pour des gens de se saisir d'un morceau. Ouais. Et donc, mettre un pied dans la place, les cabinets de consulting, les Accenture, Deloitte, etc., se disent, pour que je sois crédible, pour pénétrer certains segments, il faut que je gère du numérique, il faut que je gère de la marque, etc. Et donc, d'une part, ils ont commencé par s'équiper en hommes, et puis ensuite, ils ont fait des acquisitions d'agences, et ils ont fait des investissements qui font qu'ils sont
crédible de manière modérée. Quand je dis modérée, il n'y a pas à ce jour un seul grand client qui a choisi de confier ses budgets à Accenture ou à Deloitte. Mais qui dit que demain... Mais il leur offre un petit segment, bout. il les aide sur un moment, etc. Ouais. Et c'est ce qui m'a conduit à un moment donné à dire, puisqu'ils rentrent dans notre jeu, nous allons entrer dans le leur. D'où l'acquisition de Sapient à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'il faudra aller encore plus loin? Est-ce qu'une fusion avec un géant du conseil, c'est quelque chose qui a du sens, que vous excluez? Pourquoi pas? Vous y réfléchissez? Quand vous regardez les choses de manière très objective, la partie commune que nous avons avec ces géants, elle représente, 5 à 10%, peut-être 15% du business de l'un et du business de l'autre. Donc c'est pas pertinent. 85% de mon business, ou du business de Publicis ou d'un de nos concurrents n'est pas compatible, et 85% de leur business n'est pas compatible. Donc aucun intérêt à fusionner. Donc l'intérêt à fusionner est purement théorique. Voilà qui est clair. On est sur Boursorama, ça vous le savez. Oui. Évidemment, on va parler du cours de bourse. Et j'aime bien, d'ailleurs, et je regarde régulièrement le cours de Publicis sur Boursorama. Et bien justement, il y a eu deux... Donc vous allez être désagréable. Ah non, si je sens... Ah non, mais je vous vois venir, vous allez me parler de tous mes faits, de tous mes faits, doit naître un bienfait. Il y a eu 2 sales warnings en 2019 qui ont fait du mal au titre. Vous comprenez simplement cette sanction des investisseurs, elle est légitime? Parce qu'il y a une déception. On m'a appris que le marché avait toujours raison. Donc, non, je ne comprends pas. Il a raison tous les jours, mais il n'a pas toujours raison. C'est pas mal celle-là aussi. Hein. Oui, ça c'est pas mal. Non, je ne comprends pas. Je trouve que c'est disproportionné, que c'est absurde, que par moments, les mouvements sont complètement irrationnels et erratiques. Mais néanmoins, dès lors que le marché sanctionne, c'est trop sévère pour vous? Eh bien, on dit, très bien, c'est une décision du marché, on l'accepte. Mais c'est effectivement disproportionné. Trop sévère. 25% du titre, de baisse du titre sur 3 ans. 3 années, 2017, 2018, 2019, dans le rouge. Aujourd'hui, Publicis, c'est bon marché? Quand on regarde les... Publicis, c'est très bon marché. Pas bon marché, très bon marché. Pourquoi? Les PER, ça nous parle, Price Earning Ratio, ratio court sur bénéfice par action. Pas aussi bien que vous. Il a combien le PER historique sur Publicis? 14. J'ai vu 14, mais je parle sous votre contrôle. Hein. Oui. Et on serait autour de 8 aujourd'hui. Oui. On veut le rattraper. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui fait dire à Odo BHF, c'est un cabinet, mais il y en a d'autres, qu'aujourd'hui, ils vous ont mis sur la liste des valeurs opéables. Pourquoi? Parce que, capital ouvert, valorisation très basse, on l'a dit, et puis des cash flows qui sont élevés chez Publicis. Est-ce que vous vous sentez, Maurice Lévy, opéable? Oh mon Dieu. La question est simple. Hein, très sérieuse, et très sérieuse. Il y a une réponse sérieuse et il y a une réponse générique. La réponse générique, c'est que toute entreprise peut toujours faire l'objet d'une OPA. Ouais. La réponse sérieuse, c'est qu'une entreprise de personnes est très difficilement opérable. C'est votre bouclier, ça? C'est le bouclier de l'industrie. Et d'ailleurs, même les activistes se sont cassés le nez. Même les plus violents des activistes se sont cassés le nez sur le secteur de la pub. Parce que... Donc vous ne vous sentez pas opérable? Mais je n'aime pas dire cela, parce que je crois que quand on dit cela, on donne le sentiment de se moquer un peu de ce que peut être le cours, de ce que peut être la réaction des actionnaires, etc. Moi, je suis plus préoccupé par, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on est une entreprise formidable, on a un management d'une qualité exceptionnelle. Si vous regardez aussi bien JP Morgan que Goldman Sachs, les 2 dernières livraisons, ils nous placent tous les deux dans une très bonne position. J'allais le dire, Goldman Sachs à 12 mois est à 56 € sur le titre. Ça veut dire que le pire est passé derrière, selon vous? Puisqu'on voit que 3 mois, l'action gagne 15% sur 3 mois. Oui, moi, c'est mon sentiment, c'est qu'on a mangé notre pain noir et que le pain blanc est devant nous.
on a connu les moments les plus difficiles. Il faut savoir aussi que Publicis a réussi la plus belle performance en new business. Le new business est un indicateur très important. Ce sont les clients que l'on gagne. Et face à tous les concurrents. Là, c'est un match très simple, c'est un match ouvert où tous les concurrents sont invités à concourir et on l'emporte. Ça veut donc dire quelque chose. Donc, on vit un moment un peu difficile, mais sur le long terme, moi, j'ai une très grande confiance et dans l'équipe de management et dans Publicis. Et la mue n'est pas finie. J'ai oublié ce chiffre-là. Les activités numériques aujourd'hui, avec Epsilon, c'est 25% du business de Publicis. Ça a vocation à monter à combien? Les activités numériques de Publicis aujourd'hui, après rachat d'Epsilon, 27%, c'est ce que j'ai lu, je parle sous votre contrôle encore une fois. C'est le cas ou pas? Je me demande s'il n'y a pas une inversion. Je me demande si on n'est pas plutôt plus près de 2 tiers. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Il y a une chose qui... Alors quel est le poids du numérique aujourd'hui? Le poids du numérique à Publicis est très largement supérieur à 50%. Très largement. En termes, ça dépend si on parle en termes de marge opérationnelle ou en termes d'activité au sens chiffre d'affaires. On parle d'activité. Ouais. Je pense que les 27%, qui doivent approcher les 30%, c'est la partie data et transformation, c'est-à-dire Epsilon et Sapient. Cette partie-là représente effectivement entre 27 et 30%. Donc dit autrement, Publicis dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Publicis dans 5 ans, c'est ce qui est à la mode d'ailleurs, c'est déjà le cas, c'est un animal hybride. C'est de la technologie, de la data. Encore plus? Encore plus, mais ça n'arrêtera pas de progresser. Et de la créativité. C'est avant tout des hommes et la passion de créer. Donc c'est une entreprise qui d'ores et déjà est une entreprise hybride. Je vais paraphraser le poète, on n'est plus tout à fait un groupe de communication, on n'est pas encore un groupe Internet. Donc on est entre les deux. Bon, et donc pour ramener, on finit là-dessus, sur la partie boursière, pour ramener la confiance sur le titre, qu'on voit, c'est ça, c'est du new business, c'est ce type d'infos-là qu'il faut donner au marché? Il faut laisser le temps faire son boulot et faire en sorte qu'effectivement les preuves soient accumulées trimestre après trimestre et que l'on démontre. Il nous appartient de démontrer. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cours en disant est-ce qu'on est sanctionné de manière excessive ou pas. Mon sentiment, c'est qu'on est sanctionné de manière excessive, mais c'est à nous de prouver qu'on a raison et c'est à nous d'apporter les preuves que nous avons la bonne solution. Donc, j'ai toute confiance sur le fait qu'on va les apporter, ces preuves. Bon, confiance aussi en WeWork. Je voulais parler de WeWork parce que je suis tombé, là, mais je suis tombé de ma chaise. J'ai nommé directeur marketing et communication par intérim de WeWork, qui est quand même, pardon, le four, le bide, on en a parlé beaucoup ici, de 2019, avec l'échec de cette introduction. Bon, c'est une valeur qui était valorisée 50 milliards, qui au final en valait même plus 8, et qui a dû, même pas 10, et la maison mère SoftBank a réinjecté 8 milliards, sinon ce truc-là s'écrasait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que va faire Maurice Lévy dans cette galère? S'amuser. S'amuser du malheur des autres? Non. En 2 mots, WeWork m'a demandé une analyse de la marque et au moment où ils étaient en train de décider de ce qu'ils allaient faire. Et donc, je suis venu les voir avec mon analyse telle que je la voyais de ce que pouvait être la marque, de ce qu'elle portait, etc. Et en faisant ce travail, j'ai constaté tout simplement que c'est une marque absolument formidable qui a souffert de l'exécution et non pas de la conceptualisation ou de la manière dont les choses se passent, que la réalité de WeWork sur le plan opérationnel est tout à fait remarquable, que ça crée... En quoi il disrupte Voilà, c'est la location de bureau avec une plateforme, quoi. Non, c'est... Non, l'innovation technologique, elle est faible, attendez, quand même, non? Attendez. WeWork disrupte un certain nombre de choses. Un,
le fait de créer des espaces de coworking. Ouais. Et donc, vous avez des gens qui n'ont rien à faire ensemble et qui se rencontrent et qui travaillent ensemble. Voilà, vous avez des exemples qui sont démontrés ici. 2, pour une entreprise donnée, ça casse les silos. Or, les entreprises sont en train de crever des silos. Et donc, ça casse et ça permet à ce moment-là de donner une énergie et de simplifier le mode de fonctionnement et la communication interne de manière exceptionnelle. 3, et là c'est une réalité, c'est pas uniquement du bavardage, quand vous mesurez par des sondages sérieux, etc., ce qui se passe dans l'entreprise, vous avez à 8h ou 9h du matin un certain niveau d'énergie, à 17 ou 18 heures, le niveau a monté. C'est-à-dire que tout au fil de la journée, au lieu de se trouver avec contre-intuitif, une énergie, exactement. Et quand vous vous promenez, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gens sont heureux. Donc, créer cette disruption et faire en sorte que aller bosser devient quelque chose de plaisant, d'agréable. Comment on fait pour éviter que ça perde $1 milliard par trimestre? Voilà, c'est tout le boulot qui est à faire. Ça veut dire serrer les boulons, ça veut dire mettre fin à l'hypercroissance. Vous avez montré Adam Neumann, qui est un type génial, mais qui a très vite, une fois qu'il a créé le concept, et il ne s'est plus tellement intéressé à WeWork, il s'est intéressé à bien d'autres choses. Ouais. Et le résultat final, c'est qu'il n'y a pas eu un focus sur le fonctionnement, et pour s'assurer que effectivement, on allait veiller à ce que tout ceci marche de manière rentable. On peut redresser le navire WeWork? Je pense que oui, c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai accepté d'abord parce que c'est amusant, ensuite c'est intéressant, enfin c'est un petit budget pour Publicis, et si on participe à cette opération et que on prouve que l'on peut la redresser, on aura prouvé pas mal de choses. Et ça, c'est pas inintéressant. Et donc, participer à une aventure de redressement, c'est toujours excitant. Ouais. Et je crois que c'est faisable. L'équipe qui est en charge est assez remarquable. L'executive chairman, qui est Marcelo Clore, qui est actuellement le COO de Chief Operating Officer de SoftBank, a pris ça à bras-le-corps. 8 milliards d'euros, ils ont renfloué 8 milliards, il a intérêt. Bah oui, il a intérêt, je suis d'accord. 8 milliards, c'est quasiment le Publicis, ça. Donc, oui, non, mais c'est pas, ça se trouve pas sous, c'est pas une broutille. Hein, ah non, c'est pas une broutille. C'est pas une broutille. Est-ce que la leçon qu'on a de ça, je pense que le défi est jouable, c'est pas facile, mais il est gagnable. Ouais, avec l'idée, pour clore sur WeWork, est-ce que ça nous dit pas que sur certaines boîtes aujourd'hui, il y a des valorisations qui sont totalement délirantes? Qu'une boîte en une semaine passe de 50 milliards de valorisation et en même temps l'IPO, c'est longue vérité parce que le tour de table, chacun rentre à des niveaux, ressort en ayant fait sa plus-value. L'heure de vérité, comme dit, comment il s'appelle, Berkshire Hathaway, le milliardaire, comment il s'appelle? Warren Buffett. Il dit quoi, Warren Buffett? Il dit que quand la mer se recule, quand la mer redescend, c'est là on voit ceux qui portent un slip de bain. Oui. Et bien l'IPO, c'est le même moment. Et la réalité, c'est que la valo était divisée par 5. Et une boîte qui était quasiment destinée à faire faillite. Est-ce que ça en dit pas, encore une fois, c'est pas un cas d'école, au-delà du cas d'école, WeWork, de se dire qu'aujourd'hui, il y a des niveaux, parce que l'argent est pas cher, des niveaux de valorisation qui sont totalement délirantes. Alors, vous avez WeWork qui pèse 5 fois Publicis, vous vous rendez compte pour une boîte qui crame $1 milliard par mois, par trimestre. N'importe quoi. Vous avez des engouements. Ouais. Alors, vous avez cité Warren Buffett, on peut citer Alan Greenspan qui avait dit cette exubérance irrationnelle. Il avait dit autre chose aussi, parce que vous êtes un adepte du name dropping. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Exactement. Et celle-là, je la trouve géniale. Oui. Vous dites ça à vos équipes? Non. Moi, j'essaye d'être clair. Le name dropping, c'est vous qui avez commencé, hein, oui, c'est pas moi. Bon, c'est un petit jeu qu'on aime bien tous les deux. Donc, je suis pas franchement... J'adore les citations, ça oui. Et je trouve que bien souvent, dans les citations, il y a des instants de vérité et des petites leçons très simples. Ouais. Et effectivement... il y a une exubérance des fois de la part des investisseurs qui mettent,
l'argent étant tellement facile qu'il déverse des dizaines, des centaines de millions et des fois des milliards sur des jeunes un peu irresponsables. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a 25 ans, ou 28, qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui se dit ma croissance et une croissance débridée, c'est ce qui fait la valo, et les gens qui le nourrissent et qui lui donnent l'argent pour faire ça, on ne peut pas lui reprocher ensuite d'avoir perdu puisqu'il a eu comme obsession que la croissance. On peut reprocher à ceux qui ont mis l'argent de le mettre de manière déraisonnable. Ouais. On finit là-dessus juste, les échecs, les succès. Je lisais une de vos interviews au Figaro, vous parliez des échecs, vous avez dit au Figaro. Le plus souvent, le succès est inexplicable, l'échec, lui, est souvent explicable. Le succès se partage, l'échec est orphelin. Juste sur l'échec, voilà, comment est-ce qu'on appréhende ça à l'aune d'une carrière comme la vôtre? Alors, parce qu'on connaît évidemment des succès et des échecs. Oui. Alors, j'ai connu énormément d'échecs. J'ai eu la chance de connaître plus de succès que d'échecs. Mais il y a toutes sortes d'échecs. Il y a l'échec d'une tentative, d'un business. Vous créez un business, vous avez l'impression que vous avez la bonne intuition, et puis soit vous l'exécutez mal, soit l'intuition était mauvaise, et c'est un échec. Vous avez une campagne, vous y croyez dur comme fer, et vous êtes absolument persuadé qu'elle porte le bon message et qu'elle va permettre de réussir, et puis, manque de peau, ça ne marche pas. Donc, il y a toutes sortes d'échecs. Ou l'échec d'une relation avec un client. Tout va bien, puis tout d'un coup, le client vous laisse au milieu de la route parce qu'il a changé de stratégie, il a changé d'objectif, et il pense que pour pouvoir tout expliquer, il doit donner une tête, et il donne la tête de l'agence. Donc il y a toutes sortes d'échecs dans la vie, et il y a aussi toutes sortes de succès. Et c'est vrai que quand il y a un succès, on essaye de comprendre les ingrédients. Et on n'arrive pas bien expliquer le succès. On n'arrive pas à bien comprendre. D'abord parce que tout le monde ne dit pas tout, et ça marche, et donc on est dans une espèce d'euphorie, ça marche, tant mieux, et surtout ne touchons à rien. Je me rappelle très bien d'un client qui était venu me voir pour un produit, il voulait faire de la publicité. Le produit marchait bien, et il n'avait jamais fait de publicité. Et on avait regardé un peu ce qu'était ce produit, et on s'était rendu compte que entre le sud et le nord, il y avait des compréhensions très différentes du sens du produit. Et il y avait des utilisations qui étaient très différentes. Et j'ai dit au client, surtout, ne touchez pas, c'est énigmatique, ça marche. On ne touche à rien. Ne touchez à rien. Et il a eu la gentillesse de suivre mon conseil. Et il m'en a été reconnaissant, puisque j'aurais pu effectivement toucher des honoraires, faire des campagnes, briller, et puis connaître l'échec. Ou peut-être un succès plus grand. Mais là, c'était tellement mystérieux qu'il ne fallait pas toucher. Donc, c'est difficile de décortiquer les éléments du succès. On dit souvent, c'est secret sauce. Secret sauce. C'est la recette secrète de cette sauce qui lie l'ensemble et qui fait que ça marche. Alors que l'échec, d'abord, il y a une chose qui est claire, c'est que vous avez les doigts qui sont pointés. Alors, il y a ceux qui disent, mais c'est pas moi, je sais pas quoi. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas, pas concerné. Et puis, généralement, c'est le patron, il prend l'échec, il dit c'est moi. En paratonnerre. Et un bon patron, il joue le paratonnerre pour toute son équipe et il assume complètement l'échec. Je me suis dit que le pire échec pour Maurice Lévy, c'était cette fusion avortée en 2014 entre Omnicom et vous, avec l'idée de cette tentative de construire le numéro 1 mondial. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans cette tentative de mariage qui n'a pas fonctionné pour faire le premier acteur mondial? On ne cherchait pas tellement à faire le numéro 1 mondial, on cherchait surtout à créer une masse critique telle qui nous rendait invulnérables par rapport aux grandes puissances qui étaient en train de se développer et qui étaient les plateformes. On y revient. Et donc on revient à la question que vous aviez si justement posée. Oui, je suis sympa. Oui,
Hein. Attention, applaudissements. Oui, oui. Roulement de tambour. Et en plus, c'est en direct, donc vous ne pouvez pas couper. Et on est parti sur un contrat de confiance. Alors, heureusement, on avait pris nos précautions. On voulait créer quelque chose à parité. On savait que c'était très difficile, que ça n'avait jamais marché, parce que ce genre de choses marche difficilement. Et on s'était mis d'accord sur un certain nombre d'éléments qui faisaient que la parité serait respectée. Ouais. Et les Américains n'ont pas respecté cette Et le problème, c'est qu'on devait mettre en place et on devait mettre en œuvre des choses avant la fusion, de façon à ce qu'elles soient des faits accomplis, et qu'une fois la fusion faite, on ne dise pas « Ah oui, mais ça, on ne veut pas le faire maintenant, on le fera plus tard, etc. » et que la parité ne soit pas respectée. Pour respecter la parité, il fallait mettre en œuvre un certain nombre de choses avant. Et les Américains traînaient. Et donc on s'est dit, ils n'ont pas envie. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que finalement cette notion de parité ne leur plaisait pas beaucoup, et qu'ils avaient l'habitude d'être dominants, et que l'idée d'être à parité n'était pas quelque chose qui les séduisait. Donc on a préféré se retirer. Bons amis, on ne s'est pas fâchés, on ne s'est pas insultés, on n'a rien fait de... Un peu d'amertume quand même, un peu d'amertume de voir finalement... Ah, évidemment, de l'amertume. L'amertume est bien sûr une très grosse déception, je ne vais pas le cacher. C'est encore envisageable, encore une fois, on finit là-dessus, parce alors qu'on se quitte, mais c'est envisageable le mariage entre deux grands groupes de communication aujourd'hui? Oui, mais pas comme on l'envisageait. C'est toujours envisageable. Mais moi, j'ai toujours rêvé, et j'avais fait une alliance à un moment donné, un peu à la mode de Renault-Nissan, où il y avait des participations croisées, minoritaires, etc. Toujours rêvé d'un modèle de fonctionnement d'entreprise qui casse le code de la domination, en disant finalement, on n'est pas obligé de dominer. En fait, la loi de l'entreprise commande qu'il y ait une organisation pyramidale. Et ça, c'est une loi qui est une loi d'airain et qui s'impose à tous. Merci d'avoir été avec nous, Maurice Lévy. Merci à vous. Ça vous a plu? Beaucoup. Je trouve que c'est un moment sympathique et une conversation libre. Ouais. Donc, je vous remercie de m'avoir accueilli. Vous reviendrez président du conseil de surveillance de Publicis. Vous reviendrez, promis. Je reviens avec plaisir. Merci, Maurice Lévy. Au revoir. Merci à vous.